Ok. Bonjour et bienvenue à Adelaide Charlier pour au tout premier podcast du CITO, le Students and Transition Office, qui est la toute nouvelle assemblée étudiante qui œuvre pour la transition à l'ULB et sur tous ses campus. Aujourd'hui, on est là avec toi pour parler de l'activisme climat, des stratégies politiques, des modes d'action, mais aussi du rôle de l'enseignement dans la transition. Donc, peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais, en quelques phrases, te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices? Oui, évidemment. Déjà, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est super gentil. Oui, moi, c'est Adelaide Charlier. Je suis une étudiante à la VUB et à UGent en sciences sociales. Et je suis aussi activiste pour le climat et les droits humains. Je fais partie du mouvement des jeunes pour le climat qui s'appelle Youth for Climate, ici en Belgique. Mais super. Et du coup, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer ce qui t'a poussé à t'engager particulièrement à Youth for Climate? Je pense qu'il y a évidemment plusieurs choses qui nous poussent à l'engagement. Si je peux un peu revenir en arrière, déjà, j'ai clairement grandi dans une famille qui m'a permis d'être consciente de l'urgence, en tout cas du changement climatique, pas nécessairement de l'urgence. Mes parents ne sont pas activistes, mais voilà, on m'en parlait, mais pas plus que ça. Et puis, je pense qu'il y a eu un moment quand même important, entre guillemets, dans ma jeunesse, même si je suis encore jeune, dans mon enfance peut-être, où j'ai eu la chance de vivre au Vietnam pendant 5 ans. Le Vietnam, c'est un pays qui est déjà touché par les conséquences climatiques. Et quand j'y vivais, on parlait de ces conséquences. On parlait de la montée des eaux du Mekong, on parlait des typhons qui devenaient de plus en plus intenses, de plus en plus fréquents. Un jour, ma mère, qui est psychologue, a dû se rendre sur une des côtes pour venir à l'aide à certains Vietnamiens qui n'avaient jamais vu un typhon aussi fort et qui, du coup, avaient été traumatisés plutôt mentalement même que physiquement. Et donc, là, il y a eu clairement des impacts qui, je pense, ont trotté un peu dans ma tête et un peu des phénomènes, des événements qui sont un peu restés bloqués là-dedans. Et en même temps, en parallèle, j'ai eu la chance d'être dans une école des Nations Unies où on nous a fait travailler dès nos 10-11 ans sur les problématiques d'aujourd'hui. Donc, en fait, les 17 objectifs des Nations Unies. Donc, on devait à ce moment-là y travailler. Et je pense que ces deux-là en parallèle, ça m'a donné envie en tout cas, réaliser qu'il y avait des choses qui étaient... réaliser que d'abord, bien sûr, le monde n'est pas parfait, mais surtout que moi, je pouvais faire quelque chose. Je pouvais non seulement pas que l'étudier ou que l'analyser, mais je devais vraiment pouvoir m'engager à travers différents projets. C'est vraiment ce que l'école nous poussait à faire. Mais peut-être qu'on en reviendra en tout cas plus tard sur cette question de l'éducation. Mais je pense que là, il y a eu clairement quelques déclics. Et quand je suis rentrée en Belgique, j'ai eu un décalage scolaire énorme où on ne m'a pas du tout poussé à cet engagement. Et donc, j'ai essayé de le trouver un peu autre part, dans Amnesty, Oxfam ou d'autres assos. Et puis très vite, il y a eu évidemment la fameuse Greta Thunberg qui est arrivée. Et là, je pense qu'il y a eu le tout dernier déclic, le fait que je me suis dit, moi aussi, je dois m'engager. Si une jeune fille qui est plus jeune que moi ose parler à des leaders du monde sans avoir peur, peut-être que moi, je dois aussi prendre cette responsabilité-là. Et donc, j'ai rejoint un mouvement qui s'était déjà lancé il avait à ce moment-là 1 ou 2 semaines, le mouvement Youth for Climate. Et j'ai rejoint ceux qui organisaient ce mouvement. Et puis, je n'en suis jamais sortie. Ouais, super. Merci pour tous ces éclaircissements un peu sur ton parcours et sur ce qui t'a amené à être ici aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on parle aussi un peu de la transition pour laquelle tu te bats et pourquoi en fait tu te mobilises. Lors d'un discours auprès d'un parti politique l'année dernière, tu as prononcé une phrase qui disait à peu près ceci: on n'a pas 2 cœurs, un pour le social et un pour le climat. On a du cœur ou on n'en a pas. Cette phrase, elle résonne énormément. Et est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, j'aime beaucoup cette phrase parce que, en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'on ne peut pas se concentrer seulement sur le changement social qu'il y a évidemment à faire, la lutte sociale, la justice sociale plus précisément, et la justice climatique. C'est 2 choses qui sont tout à fait liées. Et j'ai utilisé cette même phrase un jour pour dire qu'on n'a pas 2 cœurs, un pour l'économie, un autre pour le climat. Donc on ne doit pas choisir l'économie ou le climat. Non, c'est tout ça est lié dans un système qu'on doit en fait re-questionner. Et donc le climat, c'est une des conséquences de ce système. Et donc on doit pouvoir questionner ça. Et donc en utilisant cette phrase, je dis que tout est lié et qu'on doit pouvoir réellement
tout réanalyser, tout repenser, et que si je marche dans les rues en criant qu'on a besoin d'une justice climatique, je pense aussi je pense aussi qu'on doit avoir un changement pour la justice sociale et un changement d'économie et beaucoup d'autres. Donc ça, c'est pour expliquer aussi que mon activisme ne se limite pas seulement au CO2 dans l'atmosphère. Il y a évidemment une question qui est bien plus profonde derrière et qu'on doit questionner. Oui, exactement. Et du coup, si tu devrais peut-être synthétiser en quelques phrases les changements que tu souhaiterais apporter, je sais que c'est une question très large, mais si tu as peut-être quelques points à soulever là-dessus. Les changements à amener aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup, évidemment. En tout cas, depuis que je suis dans les rues, c'est un peu une question qu'on me pose chaque jour. Quelles seraient les choses que tu changerais ? Et en fait, la première raison pourquoi je suis sortie dans les rues, c'est pour amplifier la voix des scientifiques qui n'ont pas été écoutés ces 50 dernières années pour expliquer l'urgence climatique. Et donc, la première chose et mon premier réflexe, avec évidemment d'autres jeunes, c'était de redemander à ces scientifiques, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et donc, avec, entre autres, le mouvement Youth for Climate, on a travaillé le mouvement Youth for Climate a demandé à des experts de travailler plutôt sur un rapport qui amènerait des solutions concrètes pour que la Belgique puisse transitionner vers une société neutre en carbone. Ce rapport, il est sorti en 2019. Il y a 27 recommandations qui peuvent être directement implémentées dans la loi belge aujourd'hui, que ce soit l'isolation des maisons ou beaucoup d'autres, et en tout cas qui peuvent aider le monde politique à se diriger dans cette direction. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres rapports qui sont encore sortis depuis. Donc, je détourne un peu la réponse en tout cas, pour dire que c'est surtout d'abord dans ces rapports-là qu'il faut aller chercher les réponses, car je ne suis pas une experte et je n'ai pas étudié assez le sujet. Mais il y a la première chose à faire, et ça, je pense que la plupart des scientifiques seraient d'accord avec moi, c'est qu'il faut arrêter d'investir dans les énergies fossiles dès aujourd'hui. Il faut arrêter cette addiction à cette énergie et complètement shifter, parce que ça, c'est la première cause du dérèglement climatique et de bien d'autres crises auxquelles on fait face aujourd'hui. Et c'est encore Antonio Guterres, hier, le secrétaire général des Nations Unies, qui l'a répété en présentant le dernier rapport du GIEC. Donc, clairement, là, il y a un truc à faire dès aujourd'hui. Mais bon, les lobbies font que ça ne se passe pas nécessairement. Mais c'est exactement face à ces lobbies et face à cette envie d'amplifier la voix des scientifiques qu'on aimerait bien un peu parler des stratégies d'action qui fonctionnent concrètement. Parce qu'on l'a vu, il y a eu des énormes manifestations pour le climat, notamment en octobre 2021, avec entre 50 et 70 000 personnes dans les rues de Bruxelles, ce qui est absolument énorme. Et du coup, pour un peu te poser une question concrète sur les stratégies politiques de Youth for Climate, du militantisme jeune, c'est quoi pour toi la plus-value des marches pour le climat ? Ça sert à quoi concrètement ? Ok. Déjà, il y a une différence entre les marches pour le climat et les grèves pour le climat. Et là, déjà, il y a un poids énorme une différence énorme entre les deux. Il y a les marches pour le climat le week-end qui servent évidemment, qui sont très importantes, je le pense, parce qu'elles incluent en fait un maximum de personnes. On peut alors avoir beaucoup de travailleurs qui n'ont peut-être pas la chance en fait de pouvoir faire grève, qui peuvent rejoindre ces manifestations et qui peuvent aussi crier dans les rues leurs revendications. Donc ça, c'est quand même important, mais ça a beaucoup moins de poids parce qu'on dérange un peu personne, quoi. Enfin, un peu notre marche du dimanche, comme d'autres le feraient à la forêt. Je ne diminue pas l'importance de ces marches, mais je dis que ça a moins d'impact. Après, quand on passe à une grève, donc de dire qu'on ne va pas au boulot, on ne va pas à l'école, et on va plutôt dans les rues, à ce moment-là, en fait, l'impact, il est double. Il est beaucoup plus présent. Parce qu'en fait, à ce moment-là, on commence à déranger. On n'est pas en cours, on n'est pas au travail, on ne fait pas ce qu'on est censé faire en tant que citoyen de la société. Et donc, on sort, on dérange. À ce moment-là, ça crée un débat. Parce qu'en fait, est-ce qu'on va soutenir ceux qui sont sortis ou pas ? Parce qu'en même temps, ils ne sont pas au boulot, mais en même temps, c'est pour une bonne cause. Et donc, tout le débat se crée. Et à ce moment-là, même si tu as que 1000 personnes dans les rues, tu as quand même le débat qui a été créé. Si tu as 1000 personnes dans les rues en dimanche, tu as moins de débats qui ont été créés. Donc, je pense qu'il y a cette différence est déjà énorme. Et pourtant, c'est qu'une différence de jour et le moyen d'action est le même. Et je pense qu'on doit se tourner de plus en plus, et enfin c'est ce qu'on fait déjà, vers la désobéissance civile, ce qui veut dire que on utilise les outils de la démocratie ou même plus pour pouvoir déranger et imposer le débat aujourd'hui. Et c'est un peu le rôle, moi je pense, d'un citoyen engagé.
Du coup, tu parlais beaucoup de désobéissance civile, de stratégie politique à mettre en œuvre et de la différence entre les grèves et les mobilisations pour le climat. Ce qu'on retient surtout, c'est qu'il y a beaucoup de mobilisations sur toutes les formes, en fait, en ce moment, qui émergent pour le climat, mais qu'il y a une absence de changement systémique, en fait. Quand on ne voit pas encore les changements que vous réclamez, qu'on réclame en tant que jeune activiste aujourd'hui. Et pour toi, quels sont les principaux freins au changement? C'est à nouveau une question un peu large, mais est-ce que c'est plutôt des questions techniques ou c'est plutôt une partie de la société qui protège des intérêts financiers ou qui ne souhaite pas perdre des modes de vie privilégiés? Comment tu vois ça? Je pense que tu as déjà tout dit, donc c'est clairement pas une question technique. Des solutions, elles sont là, elles ont encore été présentées même dans un rapport du GIEC, alors que souvent le rapport du GIEC, c'est pour nous dire tout ce qui va mal, mais il y a en fait aussi quelques quelques groupes de travaux qui mettent en avant des solutions, des alternatives. Et donc, la question technique, c'est là, c'est présent. Les technologies évoluent, même si d'ailleurs c'est pas la solution, mais ça peut faire partie d'une solution, en tout cas la technologie. Mais il y a énormément d'alternatives qui sont présentées. Et si on les mettait déjà en place aujourd'hui, on n'aurait pas la même courbe de CO2 qui monte que ce qu'on a aujourd'hui. Donc clairement pour moi, il y a un désintérêt, soit c'est un désintérêt, mais surtout je pense qu'il y a des intérêts privés, que ce soit dans nos parlements, dans nos gouvernements ou dans les entreprises privées, qui freinent un maximum ce changement. Parce qu'imaginez que vous êtes le CEO de Shell ou Total, la meilleure manière pour vous de garder le pouvoir que vous avez aujourd'hui, c'est de continuer à investir dans les énergies fossiles parce que c'est votre premier bien économique, entre guillemets. Donc, faire un changement vers les technologies renouvelables ou d'autres, ou même encore pire, diminuer notre consommation d'énergie, ce serait la pire chose à entendre. Donc, il y a énormément de freins. Et il faut savoir que, par exemple, à Bruxelles, il y a énormément de lobbies. Donc, les lobbies, c'est ceux qui vont se battre pour essayer en tout cas, de défendre des intérêts, peu importe. Je pense que parfois, nous, on est aussi des lobbies quand on rencontre des politiciens. Mais il y a aussi beaucoup plus de lobbies d'intérêts privés, de Shell, Total ou d'autres. Je les cite toujours, mais parce que je pense qu'on peut vraiment les pointer du doigt. Et d'ailleurs, à Bruxelles, c'est la deuxième ville la plus remplie de lobbies, après Washington DC. Donc, c'est pour dire qu'il y a énormément de lobbies. Et dans ce quand on parle des intérêts économiques de grands groupes d'énergie fossile, encore une fois, ou alors Exxon ou Shell, Total, qui sont en fait présents aussi ici à Bruxelles. Ces dernières 9 années, ils ont dépensé plus de 250 milliards d'euros juste pour faire partie des discussions dans la Commission européenne. Donc c'est énorme, c'est de l'argent que nous jeunes on n'a pas, c'est de l'argent et du temps en fait que nous on peut pas mettre, et donc évidemment qu'on fait pas, on pèse pas dans la balance, on n'est pas présent, notre poids est limité clairement à côté de ça, et donc je pense que ça fait freiner les actions. C'est pour ça qu'aujourd'hui on fait face à des politiques européennes qui ne sont pas alignées à ce que la science avait proposé, et pourtant ils ont des scientifiques qui proposent, qui les aident à construire ces politiques climatiques, mais après elles sont modifiées. On se demande pourquoi, mais pour moi c'est clairement parce qu'on est passé par les lobbies, et que du coup par exemple aujourd'hui on a une taxonomie donc qui est un peu la loi qui va définir quelles énergies on va garder jusqu'en 2050 pour atteindre la neutralité carbone ici en Europe, et ça inclut dans la colonne vert le gaz et le nucléaire. Donc clairement il y a quelque chose qui va pas, vu que les scientifiques n'avaient pas mis ça dans la colonne verte. Donc il y a quelque chose qui a changé entre les deux, et aujourd'hui on se dirige en fait dans une direction où on prend les intérêts privés avant l'intérêt commun, et pour moi là il y a vraiment un problème. C'est là qu'on doit vraiment pouvoir changer les choses, et c'est pour ça qu'en fait c'est quelque chose qui est bien plus difficile à combattre que juste essayer de diminuer le CO2 dans l'atmosphère. C'est toute une question de système qu'on doit re-questionner, parce que pour moi même le citoyen n'arrive pas à avoir assez de pouvoir pour pouvoir faire changer les choses à l'intérieur des institutions. Tu as déjà naturellement fait la transition avec la prochaine partie. On aimerait un peu parler du rôle de l'information, particulièrement sur les changements climatiques. Pour toi, comment on peut faire pour vraiment informer sur des sujets aussi techniques, comme par exemple le rapport du GIEC qui vient de paraître hier, comme tu l'as déjà dit. Et pour aller un peu plus loin, selon toi, le rôle d'informer là-dessus, au final, il revient à qui ?
Ouais, c'est une très très bonne question. Premièrement, on est obligé de citer les médias, donc c'est-à-dire les médias qui nous informent tous les jours. En fait, comment est-ce que nous, on s'informe? Ok, peut-être moins notre nouvelle génération, mais ce qui est sûr, c'est que la génération de nos parents et nos grands-parents s'informent grâce aux médias, au JT du soir ou d'autres. Ouvrir le dimanche matin son journal, c'est là qu'on va chercher l'information. Et ce qui est sûr et ce qu'on voit, c'est que, par exemple, cette dernière année, les médias ont consacré moins de 2% sur l'information du dérèglement climatique. Donc, c'est rien du tout, 2%. Alors que c'est une des craintes les plus élevées pour l'humanité. C'est clairement le dérèglement climatique met en cause la survie de l'humanité sur Terre. Donc, c'est quand même fou de voir qu'il n'y a que 2% du coup qui est 2% des médias, enfin 2% de l'attention des médias autour du dérèglement climatique. Donc ça, c'est un peu non seulement décevant, mais c'est clairement une responsabilité qui n'est pas prise de la part des médias. Donc j'espère que là, il y aura vraiment un réel changement pour qu'ils puissent nous informer de plus en plus et que, par exemple, un rapport du GIEC sort, on puisse nous l'expliquer avec des mots qu'on utilise tous les jours, pas des mots scientifiques auxquels qu'on ne comprend pas. Donc essayer d'un peu de nous partager cette information pour qu'elle soit accessible à tous. Là, je pense que c'est réellement la responsabilité des médias. Comme les médias font pas nécessairement tous leur job, eh ben, il y a une seconde responsabilité, c'est que notre génération s'informe blindée sur les réseaux sociaux et que là, que ce soit des influenceurs ou que ce soit des personnes qui ont beaucoup d'influence, en fait, en général, peu importe comment on les appelle, je pense qu'ils ont aussi une responsabilité aujourd'hui de faire passer des informations. Parce qu'en fait, ça devient un peu les nouvelles personnes qui ont du pouvoir dans notre société. Et alors, ils doivent pouvoir utiliser cette visibilité pour nous informer d'énormes crises auxquelles on fait face aujourd'hui. Et là, alors à ce moment-là, je pense que c'est un peu la deuxième responsabilité, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, que ce soit à travers des vidéos, des musiques, juste un post ou un autre truc. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'il faut continuer à informer les jeunes comme ça. Et puis, évidemment, je pense que chacun d'entre nous a cette responsabilité-là, surtout si on a accès à l'information et qu'on arrive à la comprendre. Parce qu'alors, à ce moment-là, si on a accès à cette information, c'est un privilège. Et du coup, ça mène à une responsabilité qui nous oblige à la partager. Donc, on doit partager cette information autour de nous, que ce soit dans nos groupes d'amis, dans nos groupes de famille, ou que ce soit à un niveau un peu plus large, que ce soit on organise dans nos écoles des moments pour partager cette info, ou dans notre province, ou peu importe. Mais en tout cas, là, je pense qu'il y a une réelle responsabilité, encore même chez le citoyen, qui a la chance d'avoir accès à ça, de le partager. Je trouve ça super intéressant quand tu parles de la responsabilité d'informer parce qu'au final, ça paraît très logique et on s'est posé un peu la question de est-ce que tu considères avoir un public cible parce que tu as une plateforme quand même qui fonctionne très bien sur les réseaux sociaux et en dehors aussi une présence médiatique importante. Du coup, voilà, est-ce que tu considères avoir un public cible et comment tu fais pour peut-être toucher d'autres publics pour que tout le monde ait accès à ces informations cruciales aujourd'hui? Mais c'est une question très difficile parce que ce qui est sûr, c'est que je pense que ceux qui me suivent ou m'écoutent sont déjà convaincus ou savent déjà ce qui se passe, ont peut-être déjà même lu le rapport du GIEC avant que je l'ai fait. Donc, c'est sûr que je pense que le public qui me suit a déjà encodé l'info ou va en tout cas par lui-même aller la chercher. Je pense que du coup, tous ceux qui me suivent ont aussi cette responsabilité d'aussi continuer à partager autour d'eux. Et puis, comment est-ce qu'on peut aller essayer de partager cette information pour qu'elle soit réellement accessible à tous, hein. C'est pas parce qu'on partage sur ça que c'est accessible nécessairement à tous. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font qu'on est coincé dans nos bulles en fonction de nos intérêts. Il faut vraiment aller casser ça. Il faut aller, en tout cas, ce qu'on teste de faire dans Youth for Climate, c'est aller dans des écoles, peu importe lesquelles. On va dans des écoles, on partage l'info, on essaye de partager l'info de manière compréhensible, accessible à des jeunes qui sont beaucoup plus jeunes que nous. Et puis il y a ça, puis aller dans des conférences. Et encore là, c'est déjà des personnes qui ont l'envie d'aller à des conférences. Donc il faut vraiment essayer de casser la glace. Et pour faire ça, il faut aller dans le plus d'endroits possible. Et donc, je parlais des écoles, des conférences, mais il y a aussi le fait d'aller accepter des demandes sur toutes les radios possibles.
les gens, ils écoutent pas tous la première ou RTL ou d'autres choses. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est aussi important d'aller sur Énergie, Fun Radio ou d'autres, parce que même si c'est des endroits où on n'a pas l'habitude d'entendre des émissions qui nous partagent des choses assez sérieuses et construites, ben, même là, il faut aller partager l'info, quoi, même si ça fait chier aux gens. Et ce qu'on a fait un jour avec Youth for Climate, c'est qu'en 2019, on a été dans plus de 10 festivals différents en Belgique, des endroits où on n'imagine pas du tout parler de climat, parce que clairement, on a juste envie d'écouter notre musique et s'amuser avec nos potes. Mais on a fait un Dance for Climate, donc on a lancé... on a été sur les plus grandes scènes en Belgique pour juste faire danser les gens sur l'idée qu'il nous restait 11 ans avant des changements irréversibles. Et donc à ce moment-là, ben, on fait sous une manière assez fun passer un message qui est assez important et qui est du coup là accessible à des jeunes qui auraient peut-être jamais été à une manif ou qui auraient jamais été à une conférence, mais on essaie quand même de leur faire passer le message. Mais voilà, là, aujourd'hui, on aimerait vraiment approfondir encore ce rôle de l'information encore plus. Aujourd'hui, cette interview se fait à l'ULB, sur le campus du Solbosch. Et c'était important pour nous aussi, en tant que CITO, de te poser la question de quel est le rôle de l'enseignement supérieur dans ce combat? Comment est-ce qu'une université doit se positionner face à l'éducation à la transition? Voilà. Très, très bonne question. Et là, je pense qu'il y a une responsabilité qui est énorme. Déjà, tout le monde a une responsabilité, mais on n'a pas tous la même responsabilité. Donc, en étudiant, on n'a pas la même responsabilité qu'en professeur. Et donc, évidemment, l'étudiant, il peut en parler à ses potes, à sa famille, ou essayer d'organiser des groupes comme c'est fait ici, ce qui est incroyable. Mais le professeur a une responsabilité qui est supérieure, qui est encore plus importante. Et donc, lui doit vraiment pouvoir partager ce message, et surtout si c'est dans un cadre où on informe les étudiants qui vont avoir de l'information sur ça. Donc, par exemple, dans des cours d'environnement ou d'autres, là, ça doit être encore plus poussé. Mais ça ne doit pas seulement se trouver dans ce cadre-là. Parce qu'aujourd'hui, on fait face à une crise qui est présente pour tout le monde. C'est pas juste ceux qui vont étudier l'environnement qui seront touchés par les conséquences du dérèglement climatique. Enfin, ce serait top, mais alors personne n'étudierait l'environnement. Non, mais en plus de ça, vraiment, genre, tout le monde va être touché et donc on doit pouvoir en parler à tout le monde. Et donc c'est une responsabilité aussi évidemment des professeurs d'inclure ça dans leurs cours, peu importe comment c'est fait. Et c'est pas quelque chose qui doit nécessairement durer tout en cours, mais ça peut être sous forme, peu importe ce que le professeur aime faire évidemment, mais moi je pense que chacun doit pouvoir utiliser son talent, ce qu'il aime faire, en espérant que les professeurs aiment donner cours. Ils doivent utiliser leur talent pour partager ces informations qui sont juste nécessaires à faire passer aussi à d'autres générations. On transmet on transmet en knowledge, comment on dit ? Un savoir, merci. On transmet un savoir ici à l'université, on doit transmettre ce savoir-là aussi. Et justement pour que les étudiants puissent aussi avoir différentes sources d'informations, que ce ne soit pas seulement des sources sur les réseaux sociaux, pour être sûr que peut-être ils ne se sont pas égarés sur les réseaux sociaux, sur des sources en fait qui partagent les mauvaises informations. C'est là que le professeur peut aussi intervenir. Donc c'est sûr que le prof ici a un rôle majeur et j'espère qu'il le prend en compte. Ben, on l'espère aussi. Et du coup, face au rôle des professeurs, comme tu viens de l'expliquer, on aimerait juste encore peut-être savoir les étudiants et les étudiantes dans tout ça. Quel est notre rôle? Comment, en tant qu'étudiant et étudiante aujourd'hui à l'université, on peut s'impliquer au mieux? Comment mobiliser davantage autour de la cause climatique? Déjà, je veux commencer par dire que quand je parle de tout ce qu'on pourrait faire, il n'y a pas... Allez, je pointe pas du doigt en disant tous les étudiants devraient faire ça. Je pense que chacun, évidemment, est libre de faire ce qu'ils veulent. Mais on est quand même face à une urgence climatique. Et donc, comme je vais le répéter, on a réellement une responsabilité face à ça. Et les étudiants aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'on peut s'informer, premièrement, prendre le temps d'encaisser toute cette information, parce que c'est pas facile, c'est pas agréable. Mais la meilleure manière, en fait, d'encaisser et d'accepter cette information, c'est d'agir. Parce que je pense que face à l'information, on a trois choix. Soit on déprime, parce que clairement c'est déprimant. Soit on minimise l'info et on se dit « Ok, mais c'est pas si grave au final l'urgence climatique ». Ou alors on se dit « Ok, faut que je bouge, quoi, parce que sinon on va pas y arriver ». Et donc on a tous un peu notre rôle à jouer là. On peut tous agir. Mais agir, c'est pas nécessairement tous
sortir dans les rues demain matin et organiser la plus grosse des manifs. Évidemment, ça serait incroyable, mais c'est pas la seule action, c'est ça que je veux dire. La mobilisation qui est super importante, mais si on est le genre de personne auquel ça ne nous attire pas du tout parce qu'en fait ça nous fait peur ou plein d'autres raisons, en fait il faut réellement pouvoir utiliser ce qu'on aime faire et le mettre, entre guillemets, au profit pour utiliser le mauvais mot, de la cause climatique. Ou d'autres, évidemment, parce qu'elles sont toutes liées. Si on veut se lancer plutôt dans un focus sur la justice sociale, on va vite réaliser qu'on va se retrouver dans les rues demain. Donc, il faut garder ce qu'on aime faire, se battre pour ça, et puis utiliser vraiment les talents qu'on a, parce qu'on a besoin de tout le monde, on a besoin de tous les talents, on a besoin de vidéastes qui adorent faire ça et qui nous font des vidéos incroyables, de personnes qui font des super interviews, mais aussi des chanteurs. Enfin, j'ai une pote à moi qui a fait une chanson sur l'urgence climatique, mais c'est incroyable. Et elle n'a pas besoin d'être dans toutes nos marches, ou elle n'a pas besoin d'être justement dans le mouvement des jeunes pour le climat, mais par contre, faire une chanson sur l'urgence climatique, c'est son talent, et elle nous aide à faire passer un message avec les moyens qu'elle aime utiliser. Donc je pense qu'il faut tous pouvoir un peu trouver les moyens qu'on aime utiliser et vraiment les utiliser en maximum pour continuer à communiquer, à conscientiser et à agir. Et puis évidemment, il y a nos actions de tous les jours qui sont essentielles. Mais je pense que quand on s'informe, ça devient un peu des évidences, de commencer à plutôt prendre le train à la place de la voiture ou changer notre alimentation, questionner en fait tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Ben, ça devient un peu une évidence quand on commence à s'informer. Super. On aimerait... il nous reste 2 petites questions qui sont peut-être plus légères, qu'on aimerait pour un petit mot de fin. Du coup, ça fait plusieurs années que tu milites, comme tu l'as expliqué. C'est super intéressant d'avoir pu avoir tes réponses et ta perspective sur toutes ces questions. Et du coup, voilà, ça fait des années que tu fais ça aussi, que tu fais des interviews, que tu es dans la sphère publique. Mais toi, en tant que personne, tu as envie de quoi dans les prochaines années? Tu penses faire quoi après tes études? Voilà. Ah ouais. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Je vis vraiment au jour le jour. Et ce qui est sûr, c'est que je vais rester active face aux changements qu'on doit créer aujourd'hui dans la société. Je ne sais pas si ça sera toujours dans le mouvement des jeunes pour le climat. Je ne sais pas si ça sera toujours en communiquant ça sur un maximum de plateformes. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais continuer cet engagement qui sera toujours là à côté de moi ou dans moi, en fait, à l'intérieur de moi. Et ça, je vais continuer à le faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je me questionne beaucoup sur comment ou où est-ce que j'aurai un maximum de pouvoir pour pouvoir faire changer ça. Et aujourd'hui, je suis encore convaincue que le citoyen a le plus de pouvoir. Et peut-être pour terminer, 2 petites questions qui sont très liées. C'est quoi pour toi une actualité qui t'attriste et une actualité qui te rend joyeuse? Je pense que la première, c'est évident que dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, c'est difficile de ne pas parler de ce qui se passe en Ukraine pour le moment. Et ça, c'est clairement quelque chose qui m'attriste. Et pour le lier un peu à l'interview qu'on a fait aujourd'hui, la dépendance de l'Union européenne envers la Russie aujourd'hui, elle est clairement présente envers le gaz. Donc 45% de notre gaz en fait est russe, et donc on a une interdépendance qui nous permet pas en fait d'être indépendant dans ce combat et dans ce qui se passe sur place. Et je pense que c'est non seulement il faut continuer à se battre pour la paix et pour la justice sociale, mais du coup, c'est aussi lié à l'urgence climatique. Si on arrive à devenir indépendant avec nos énergies renouvelables, en fait, on ne serait pas aujourd'hui complètement lié à ce gaz qui, en fait, ne nous permet pas d'être indépendants dans ce combat. Et ça, c'est une actualité qui m'attriste parce que j'aimerais beaucoup qu'on soit complètement indépendant de ce que fait la Russie aujourd'hui. Et puis, pour quelque chose qui est plutôt positif, pour passer à quelque chose de plus agréable, ça va paraître peut-être bizarre, mais genre, il y a une partie du rapport du GIEC qui est sorti hier, qui était quand même assez positif. C'était quelques solutions en fait qu'ils ont analysées à un niveau local, et je trouve ça vraiment important d'analyser des solutions à un niveau local pour qu'on puisse réaliser qu'on peut faire ça chez nous, ici dans notre ville ou autre.
Il y a plein de choses qui ont été mises en avant et entre autres, genre la manière dont on peut changer nos villes et inclure complètement la nature dans nos villes. Et c'est lié à ce qui est fait, entre autres, ici en Belgique et plus précisément à Liège, où ils sont en train de complètement créer une ceinture alimentaire autour de la ville pour que les citoyens puissent en fait être indépendants et puissent surtout manger localement et offrir cette nourriture locale à tous les habitants de la ville de Liège. Et je trouve ça génial parce que ça, c'est une action locale qui a été d'ailleurs mise en avant par le rapport du GIEC et qui se passe déjà ici en Belgique et chez nous. Donc, on a beaucoup à apprendre des villes qui nous entourent. Et donc ça, ça me motive parce que je me dis qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont très visionnaires, qui savaient déjà qu'il fallait changer les choses, qu'ils les ont mis en place et que c'est possible de le faire. Donc, on peut tous un peu s'y mettre et déjà créer cette nouvelle société aujourd'hui sans attendre demain, quoi. Bah, super. Un très grand merci Adélaïde Charlier d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir pris ton temps pour être notre toute première invitée du premier podcast du CITO. C'était trop chouette de pouvoir échanger avec toi et voilà, on se voit dans la rue. C'est quelle date, si tu peux peut-être rappeler Le 25 mars, on se retrouve dans les rues à 13h30 à la gare centrale.